J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de ce que moi j'appelle parfois des patamédecines. La sophrologie en fait partie. J'avais un avis en venant, il est un petit peu, je suis confirmé dans mon avis. J'ai l'impression que ça prend beaucoup de place actuellement dans notre société et qu'il y a de plus en plus de ces gens qui se marquent, qui se disent sophrologues avec des plaques. Bon, quand j'ai mis ma plaque un jour, j'avais des obligations sur ma plaque. Mais oui, c'est ça. Bon, et ça marche. Dans un monde où, a priori, il y a du complotisme, il y a des anti-vax, il y a de tout ça. Est-ce que tout ça fait pas partie? Puis alors, quelle est l'incidence commerciale et économique de la sophrologie? C'est pour ça que j'ai mis la démographie, parce qu'en fait, quand on regarde, il n'y en a que 8 000 à 10 000 qui sont recensés, même si c'est difficile de savoir finalement combien il y en a. Mais c'est pas tant que ça, en fait. En tout cas, qui sont recensés par les syndicats. Donc est-ce que c'est nous qui portons notre attention parce qu'on est un petit peu attiré par ce truc-là et que ça nous chiffonne? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça fait 10 ans que je suis sur le truc. Il y a déjà 10 ans, c'était le cas. Moi, j'avais plusieurs personnes dans mon master qui se formaient déjà à la sophrologie à l'époque. Et je dirais que c'est une méthode facile. C'est une méthode facile et rapide. Donc on se forme en 1 an, même pas. Il y a des formations en 6 mois, on peut devenir sophrologue. Et du coup, poser effectivement la plaque sans aucune obligation légale. C'est pour ça que je disais, on peut aller à Bureau Vallée, poser sa plaque avec son nom et accueillir des patients dans son bureau. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est problématique parce que moi qui suis psychologue clinicienne, si je n'ai pas mon master 2 de psychologie, je ne peux pas mettre la diplomation de psychologue, c'est pas possible. J'ai une usurpation de titre, j'ai un risque d'amende, enfin voilà, c'est compliqué. Alors qu'effectivement, c'est facile de devenir sophrologue et de traiter différentes pathologies. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a aussi, dans les pathologies, je vous ai mis gestion du stress, gestion des émotions, sommeil et douleur, il y a aussi la phobie et l'anxiété. Phobie et anxiété, c'est quand même deux, là on parle de pathologie, parce qu'encore gestion du stress, gestion des émotions, ça paraît encore assez léger, presque. On a envie de dire, c'est j'ai un examen, je suis stressée, je vais aller voir mon sophrologue. Ok. Par contre, phobie et anxiété, là on est sur quelque chose qui se traite avec des protocoles thérapeutiques pour lesquels les psychologues, on a des thérapies, enfin, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, pour lesquelles il y a des protocoles et du coup avec une efficacité démontrée. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Et j'en reviens à mon idée du nombre de séances, pour lesquelles 5 séances, c'est pas suffisant. Après, il y a effectivement un problème de toutes ces thérapeutiques alternatives, c'est qu'il y a un risque de retarder le diagnostic, il y a un risque pour le patient du coup de ne pas avoir accès aux soins dont ils ont besoin par rapport à du coup une potentielle problématique psychologique. Et il y a un risque financier du coup non négligeable parce que la personne qui va aller chez le sophrologue va dépenser de l'argent pour des séances avec un sophrologue qui va alors marcher. Si ça marche, moi, tant mieux, je suis ravie. En fait, je suis la première à être contente quand les gens me disent moi je suis allée voir mon sophrologue, ça a fonctionné, j'ai pas eu besoin d'y retourner. Mais cool, enfin, à la limite, tant mieux quoi. Mais ce que j'espère souvent, c'est qu'il n'y ait pas quelque chose de plus profond derrière et que ça ait juste masqué. Parce que non, la relaxation ne permet pas de traiter un trouble de la personnalité, un trouble anxieux généralisé, un stress post-traumatique, enfin toutes ces choses-là ne se traitent pas avec des exercices de relaxation. Et il faut aller plus loin. Et ensuite, il y a des vrais risques qui peuvent aller plus loin si on imagine ces différents troubles. C'est que si je prends par exemple un trouble de la personnalité, vous avez certains troubles de la personnalité s'ils sont non diagnostiqués, qui peuvent aller au suicide. Donc si la personne fait de la sophrologie qu'elle ne diagnostique pas du coup l'état de la personne, ou que la personne est schizophrène et qu'elle ne le sait pas, ou que la personne est en épisode délirant et qu'elle ne le sait pas parce qu'elle a une anxiété massive et qu'elle décompense dans le bureau du sophrologue, il y a un véritable risque psychiatrique. Donc, alors évidemment, on peut se dire que c'est mineur parce que ça va être un pourcentage tout petit de la population. Et que peut-être que pour une grande majorité des gens, ils vont aller voir leur sophrologue,
ça va marcher, ça ira, et ce sera très bien. Mais ça amène les gens à s'éloigner de choses que nous, les psychologues, on fait. En réalité, les psychologues, on est formés aux techniques de relaxation. On est quasiment tous formés dans notre formation à de la relaxation. Donc on peut tout à fait le faire aussi, quoi. Sophrologie versus effet placebo. Alors, mais tout à fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans la sophrologie, qu'est-ce qui se passe? On a une personne qui a une réelle intention de faire du bien. Ça j'insiste là-dessus. Les sophrologues ne sont pas des gens méchants. Hein. C'est pas les sophrologues le problème. Et du coup, ils ont ce truc de j'écoute. Je vais être là pour la personne en face de moi. Je vais prendre du temps. C'est souvent ça d'ailleurs qui est présent dans les thérapies alternatives. Hein. C'est ce temps qu'on va passer à écouter le patient qui est en face de nous, à être réellement présent pour l'autre. Et ça fait partie de l'effet placebo. Ça fait partie effectivement plus, j'y mets des exercices de relaxation qui, on l'a vu, ont des effets. Donc en fait, ça marche. Mais le problème, c'est pas ce qui est fait en tant que tel, c'est que si j'ai un problème sous-jacent, ça ne suffira pas. Dire que si je viens pour mon trouble anxieux généralisé qui est juste un petit peu au-dessus quand même que de la gestion de stress, mais je ne le sais pas parce que moi je me dis juste que je suis un petit peu stressée, et bien si je vais voir un sophrologue et qu'il n'est pas capable de me le diagnostiquer, ce qui est le cas, et ben je risque de me retrouver avec un gros problème, du coup, retard de diagnostic, tout ça. Merci. D'accord. Merci pour l'exposé. Je voulais demander, Caicedo était psychiatre, donc il est à bord de patientèle. Est-ce qu'il a utilisé sa propre méthode sur sa patientèle ou pas? Et ensuite, la sophrologie est-elle quelque chose de franco-français, voire d'européen? Et je pense en particulier aux États-Unis où il y a une grosse vague d'irrationalisme, de complotisme, etc. Est-ce que la sophrologie a, en quelque sorte, né là-bas aussi? Et pour ce qui est de la France, est-ce qu'elle est prise en charge par la sécurité sociale ou mutuelle? Une question subsidiaire, est-ce qu'à l'université, pour Valérie, il y aurait une formation en sophrologie? Alors, je ne sais pas si Caicedo a testé sa méthode sur ses propres patients. Il n'y a pas de... J'ai pas lu les données en ce sens. C'est pas comme Freud, par exemple, où il y a énormément d'écrits sur tout ce qu'il a fait auprès de sa patientèle. Du coup, je ne sais pas pour Caicedo, parce que comme je le disais, lui a très peu écrit en français. En fait, c'est vraiment tous les autres auteurs qui ont écrit en français qui finalement ont diffusé la méthode, comme Abresol, comme Chenet, etc. Mais Caicedo, il a assez peu écrit, et du coup, je n'ai pas l'info. Donc je ne dirais pas de bêtises, je ne sais pas. Voilà. La deuxième question, c'était est-ce que c'est diffusé dans le monde? C'est principalement quand même français et hispanique. Donc Espagne, Colombie, États-Unis assez peu, même si j'ai regardé du coup le nombre de publications en anglais et le nombre de publications de livres en anglais, vous avez un outil avec Google qui vous permet de voir le nombre de publications qui est sorti, augmente ces dernières années. Donc sophrologie en anglais, ça commence à percer. Alors qu'en 2017, quand on a publié notre article, il y avait quasiment 0 publication en anglais. Ça sortait pas du tout. Donc là, ça a monté entre 2017 et aujourd'hui. Ensuite, c'était... Prise en charge par les mutuelles. Certaines, peut-être. Ouais. Je pense que certaines. Ouais, c'est possible. Si, je pense, ouais. Je pense. Mais je saurais pas dire. Oh, si, il y a des mutuelles qui proposent. Oui. Ah, il y a des mutuelles qui proposent de thérapies alternatives. Ouais. Il y a des mutuelles qui proposent des thérapeutes alternatifs sans difficulté. Là, c'était le scandale, c'était la MGN qui a proposé du coup le remboursement de certains thérapeutes alternatifs. Merci. Alors, merci Gladys. Alors, Paul Valéry, oui, il y a quelques dérapages. Ah oui, il y avait une dernière question sur Paul Valéry, justement. Oui. Ah bah oui. Il y a deux DU qui sont proposés. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises.
2 DU qui sont proposés de sophrologie à l'université Lille 2. Du coup, mais pour ce DU-là, il faut forcément avoir déjà fait une formation en sophrologie avant. Et il y a à l'université de Saint-Étienne, sur les synthèses des techniques de relaxation et sophrologie. Donc c'est pas Paul Valéry Voilà. qui fait du management vibratoire et quantique. Oh, sympa. Ouais, Ça fait du bruit dans la presse. Ça pourrait. Sur le C'est bon, 3e d'accord, cycle pour les réponses. d'Exido. Nous avons maintenant Jean-Claude Ménoto. T'as posé une question. Il faut le micro. Merci pour votre analyse critique de la sophrologie. Simplement, en termes de quantité de sophrologues, je crois qu'il y a pas mal d'inflation. Les chiffres que j'ai vus moi récemment, ce serait aux environs de 30 000. Vous avez cité 20 000. C'est un peu comme les ostéopathes qui sont 35 000. Et donc, a priori, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Par contre, l'éducation nationale en fait la promotion, puisque vous connaissez probablement le site Magistère. Et j'ai demandé à ma fille de regarder, et effectivement, il y a une dizaine de feuillets sur la sophrologie en disant, pour le stress, nous vous conseillons, etc. C'est quand même un peu surprenant. Je vous propose de faire une analyse critique de ces textes-là, et de dire que si les exercices de relaxation sont effectivement très efficaces, la sophrologie en tant que telle n'a pas été promue par l'éducation nationale. Il n'y a pas que l'éducation nationale, hein, parce qu'il y a aussi 2 protocoles de type essai randomisé contrôlé, du coup, qui sont en cours. Alors, je ne sais pas s'ils sont en cours ou terminés, en tout cas, je pense qu'ils sont en phase d'être terminés, qui ont été financés par le ministère des Solidarités et de la Santé, et l'autre par le Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Donc, c'est des fonds publics, quoi, qui du coup financent des études, et des grosses études. Hein. C'est vraiment 2 protocoles qui sont des grosses études d'essais randomisés contrôlés. Et quand on voit la complexité que c'est de mettre en place des essais randomisés contrôlés, je pense que ça coûte quand même assez cher, qui sont effectivement validés du coup par le ministère, quoi. Donc ça pose question de cette effraction finalement de la sophrologie effectivement dans nos institutions publiques. Ouais, tout à fait. Mais pourquoi ? Il y a aussi une question purement budgétaire, c'est-à-dire que fondamentalement entre un sophrologue et un psychologue, qui en termes d'exercice de relaxation, on va faire la même chose, hein. Quoique le psychologue va se prendre un peu plus la tête, je pense, sur pourquoi il le fait, machin, quand il va repérer qu'un enfant assis et ça. Enfin, voilà. Je pense qu'on se prend un petit peu plus la tête à la fin, parce que dans la sophrologie, c'est très protocolé, en fait. Il y a un nombre d'exercices qui se fait selon les différents niveaux, etc. Ça coûte moins cher. Le sophrologue, il coûte beaucoup moins cher. Parce que le psychologue, lui, il va faire valoir son diplôme, et qu'à la fin, quand il veut se faire payer, il veut faire payer aussi ses années d'études. Donc, moi, je le vois, hein, j'ai une amie, alors c'est malheureux pour elle, mais la pauvre, que je dise que je parle d'elle, mais elle a loupé son master. On était en master au même moment, et elle a loupé son master de psychologie, et elle a fait sophrologue dans les écoles. Et, parce qu'elle a eu son diplôme de sophrologie, du coup, qui, je le rappelle, est payé. Donc, en fait, vous ne pouvez pas louper le diplôme de sophrologie, puisque vous le payez. C'est ça, on achète le diplôme. Donc, elle a fini par faire sophrologue à l'école. Et elle était payée, je crois, une dizaine d'euros pour faire tout un groupe d'enfants. Juste une remarque, moi j'ai été inspectrice de l'éducation nationale il y a encore 1 an. La relaxation à l'école, on en a toujours fait, en grand groupe, après une séance de motricité, une séance de sport, etc. Et ça a quand même des bienfaits quand vous avez un groupe de 30 enfants hyper excités et qu'on le mène plutôt bien. Les enfants, ils redeviennent calmes et après on peut continuer un autre apprentissage. Bon, alors on n'appelle pas ça la sophrologie, mais la relaxation à l'école, vraiment, ça a des effets positifs. Alors, à un instant T, hein, on est bien d'accord, à un moment... oui, on est tout à fait. Voilà, au moment présent, et pour les quelques heures qui vont suivre, enfin peut-être 1 heure, parce que chez les petits, ça va vite, mais voilà. Et après, ça n'empêche pas qu'on repère des enfants hyperactifs, des enfants qui ont des troubles aussi, quand on est dans la pathologie, et on demande aux parents d'aller consulter. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir, quoi. Je veux dire, on ne peut pas comparer ça, quoi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, ce que vous dites, c'est que vous faites de la relaxation. Et c'est à ça que je voudrais... On ne peut pas comparer ça, quoi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, ce que vous dites, c'est que vous faites de la relaxation. Et c'est à ça que je voudrais qu'on arrive. C'est que du coup, on puisse se libérer de
de notre vocabulaire commun de dire qu'on fait de la relaxation et pas de la sophro. On fait pas de la sophro, en fait. On fait de la relaxation. Voilà. Effectivement, dans l'éducation nationale, il est bien marqué sophrologie. Ouais. Alors que la sophrologie, vous voyez bien. Relaxation, bien sûr. Non, mais exactement, et moi je suis tout à fait d'accord, c'est pareil, je travaille avec des enfants qui ont des troubles du comportement, on en fait tout le temps de la relaxation. Mais, et ça fonctionne, effectivement ça fonctionne, et enfin je veux dire, je pense que je vous en ai bien montré la preuve. Le problème ici, il est que, et encore une fois, les sophrologues, je pense, ne sont pas forcément au courant, puisque vous l'avez vu, la plupart utilisent et le disent, ils n'utilisent que le premier cycle, du coup, qui sont des exercices de relaxation basiques. Ils sont jamais allés plus loin. Je pense que très peu de sophrologues ont, comme je l'ai fait, lu l'entièreté du livre de Chenet. Si vous lisez l'entièreté du livre de Chenet, mais à la fin, vous ne comprenez rien. Et ça paraît complètement fou. Il y a des concepts qui sont incompréhensibles, etc. C'est vraiment l'illustration même de l'effet puits. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de sophrologues qui, effectivement, utilisent une technique qui fonctionne, pour le coup, mais ce n'est pas la sophrologie qui fonctionne. C'est pas le concept théorique qui fonctionne. C'est les exercices de relaxation. Ok, merci Gladys. Ensuite, nous avons notre secrétaire perpétuel, Jean-Luc. Alors, deux, trois remarques d'abord. Tu as cité, j'ai ignoré, cet organisme qui est situé en Andorre, tu as dit. Hein. Oui, c'est quoi? Sophrocaille. C'est quoi? C'est une sorte de fédération C'est européenne? l'entreprise d'Alfonso Caicedo qui a été créée pour du coup vendre les formations de sophrologie caïcédienne. Alors remarquons qu'Andorre n'est pas dans l'Union européenne, et donc ils échappent paradis fiscal. Voilà, ils échappent à toutes les réglementations qui seraient contraignantes, peut-être un peu plus contraignantes si elles étaient basées en France, en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Une remarque aussi, c'est que tous les patamédecines, comme disait Bernard, elles ont toutes un peu un point commun, on les rencontre à chaque fois, c'est quoi? L'orientalisme, le savoir ancestral, ça revient, l'approche holistique, on va traiter l'ensemble, etc. Tout ça, ça permet rapidement de repérer ce qui est un peu, pas forcément à rejeter absolument a priori, mais en tout cas un peu suspect. Deux choses après. Après, j'ai ma question, puis je l'arrête. Tu as cité l'étude de l'INSERM, moi je suis allé la chercher, c'est très facile à trouver. Elle fait 160 pages, donc c'est pas un gros pavé. C'est très bien faite, très objective, et ses conclusions sont extrêmement intéressantes. Elle dit, bon, c'est à nous aussi de nous saisir des outils pour faire une évaluation de la sophrologie qui n'a pas été suffisamment faite. Et puis il y a une réaction des sophrologues qui est publiée aussi, qui est intéressante. Et tu as aussi beaucoup cité les thérapies cognitivo-comportementales, donc qui sont un peu, moi je considère que c'est pour nous la référence principale dans les thérapies en psychothérapie. Alors je signale qu'il y a quelqu'un qui est un ami et qu'on verra sans doute plus parce qu'il est quand même très mal, qui est Jacques Van Drielaert, qu'on a invité ici. J'en parlais tout à l'heure avec Hernandez, je ne sais pas une référence. Alors, Jacques, entre autres publications, on le lit tous les mois dans Sciences et Pseudosciences, mais il a aussi commis un tout petit livre qui s'appelle Les thérapies comportementales, qui est un livre minuscule, ce format, il y a tout dedans. Ça fait 30 pages, je l'ai scanné, je l'ai converti, je l'ai sur mon ordinateur. S'il y en a qui sont intéressés, je leur transmets, ça pèse 3 fois rien. C'est passionnant, il y a tout. Il y a tout là-dedans. Voilà. Les TCC, il faut toujours valoriser la référence aux TCC qui sont la seule alternative véritablement, la principale alternative, disons, à toutes les problématiques de type psy qu'on peut rencontrer. C'est ce qui est le plus validé scientifiquement aujourd'hui. Oui. Alors après, je suis allé en essayant de trouver des sophrologues que je pourrais inviter pour cette séance. Ben, je suis un petit peu intéressé. Le coût de moyenne d'une séance, c'est 60 €. Donc on paye 60 €, ce qui n'est pas non plus gigantesque, mais qui sont pas remboursés. Ce qui est le coût d'un psychologue dans les régions qui sont les moins chères. Voilà. Bon. Après, ma question, c'est celle-là. J'ai lu, en parcourant un peu tout ça, j'ai lu que la sophrologie se faisait forte de traiter les acouphènes. Comme moi, je souffre beaucoup d'acouphènes, je crois que je ne sais pas le faire. J'ai pas eu le temps de le faire, mais sinon, il y a une personne que j'ai invitée aujourd'hui qui n'a même pas répondu, bon, peu importe. Donc je m'attendais à ce qu'elle vienne quand même. Quand je la croiserai, je lui dirai, est-ce que tu peux traiter mes acouphènes? Je dirai ce qu'elle me répondra, et après je suis curieux du résultat. Parce que moi je suis un gros sceptique, alors ça veut dire que ça marche vraiment, mais ne faisons pas de mauvais esprits. Voilà. Oui, alors moi aussi, donc j'ai quelques petites observations et questions, surtout évidemment.
Alors, ma première observation, c'est effectivement concernant ce constat qu'a fait l'INSERM en 2020, ce fameux rapport dont on parle, effectivement, ils indiquent que au moment où ils font cette étude, il y a très peu d'éléments qui permettent de prouver une efficacité qui serait donc, significative. À la suite de quoi, effectivement, j'ai fait les mêmes lectures que Jean-Luc, à la suite de quoi, la Chambre syndicale, dans la page suivante sur Internet, dit, c'est vrai, je reconnais, on n'a pas fait beaucoup d'études, on a été un petit peu timoré sur la question, un peu timide, on va s'y mettre. Voilà, donc ils nous annoncent en 2020 qu'ils vont s'y mettre, et voilà, évidemment, j'ai recherché là, très récemment, s'ils s'y sont mises. Alors il y a une étude, semble-t-il, qui est prévue qui commence en 2022 et qui est prévue avec des conclusions fin 2025. Bon, donc qui se présente comme sérieuse, on verra évidemment. Et effectivement, c'est très significatif parce que justement, à titre de comparaison, la méditation, par contre, qui est encore autre chose, qui est quand même un élément clé de la méthode de Caicedo, justement. La méditation bouddhiste, eh bien, nous avons Mathieu Ricard, qui est quand même un de ses porte-paroles en France, et lui qui l'a vraiment vécu, qui s'est prêté personnellement, et ensuite s'est entraîné des études, à des expériences sur, effectivement, peut-on détecter, alors je ne suis pas spécialiste, mais peut-on détecter de manière visible, scientifique, là au sens premier du terme, des effets de la méditation sur le cerveau. Et oui, voilà. Et depuis, par exemple, dans cette discipline-là, enfin, c'est pas une discipline d'ailleurs, qui ne recherche pas de reconnaissance. Ça, c'est ma deuxième question. Mais la première, je reste sur ce que je disais. Donc, certaines disciplines, on va dire, certains savoirs, voilà, ont compris tout l'intérêt dans notre société, en plus, de toute façon, de valider scientifiquement et par les autorités en place et les méthodes qu'on a, donc les connaissances. Donc, c'est effectivement pour dire que je perçois, moi, la sophrologie comme tardant à nous donner ce matériel. Alors, en préparant cette recherche, je suis tombée sur quelque chose, je me suis dit, voilà un scoop. Qu'est-ce qu'on a vraiment eu du flair d'inviter Gladys de Mazur maintenant. Je lis, titre RNCP. Alors, RNCP, ça veut dire Répertoire National des Certificats Professionnels. Je reconnais que c'est effectivement un titre. Depuis le 26 janvier 2025, il n'existe plus de titre RNPC de sophrologie. Un élément clé de la méthode de Caicedo, justement. La méditation bouddhiste, eh bien, nous avons Mathieu Ricard, qui est quand même un de ses porte-paroles en France, et lui qui l'a vraiment vécu, qui s'est prêté personnellement, et ensuite s'est entraîné des études, à des expériences sur, effectivement, peut-on détecter, alors je ne suis pas spécialiste, mais peut-on détecter de manière visible, scientifique, là au sens premier du terme, des effets de la méditation sur le cerveau. Et oui, voilà. Et depuis, par exemple, dans cette discipline-là, enfin, c'est pas une discipline d'ailleurs, qui ne recherche pas de reconnaissance. Ça, c'est ma deuxième question. Mais la première, je reste sur ce que je disais. Donc, certaines disciplines, on va dire, certains savoirs, voilà, ont compris tout l'intérêt dans notre société, en plus, de toute façon, de valider scientifiquement et par les autorités en place et les méthodes qu'on a, donc les connaissances. Donc, c'est effectivement pour dire que je perçois, moi, la sophrologie comme tardant à nous donner ce matériel. Alors, en préparant cette recherche, je suis tombée sur quelque chose, je me suis dit, voilà un scoop. Qu'est-ce qu'on a vraiment eu du flair d'inviter Gladys de Mazur maintenant. Je lis, titre RNCP. Alors, RNCP, ça veut dire Répertoire National des Certificats Professionnels. Je reconnais que c'est effectivement un titre, voilà. Depuis le 26 janvier 2025,
il n'existe plus de titre RNPC de sophrologie. Plus aucune école n'est habilitée à délivrer un titre RNCP, plus aucune formation de sophrologue n'est éligible au CPF. Ah, ce qui veut dire que j'ai une erreur dans mon diapo. Voilà. Mais alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Intéressant, Hein, et ça m'amène d'ailleurs justement du coup à ma deuxième question. C'est que là, on a bien un signe par quelque chose qui est un sigle, hein, et qui a l'air d'être un petit peu officiel, hein, de ce que la sophrologie, semble-t-il, a perdu quelque chose là. Oui, Hein, tout à fait. voilà. Bon, alors que je dirais, elle était prévenue depuis des années qu'il fallait quand même donner des éléments. Bon. Donc, si vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ça, parce que ça s'élargit sur la question, comment, dans notre société, à notre époque, hein, une discipline obtient une certaine reconnaissance. Alors, et la question de la mutuelle a été posée, effectivement, ça c'est une application d'une certaine reconnaissance, et, ou autre, hein, de sa validité. Et voilà, quelles sont les instances dans notre société qui valident ou non? Pour la première question, moi la manière dont je perçois les choses, c'est que ce sont des outils thérapeutiques, déjà, avant d'être finalement des disciplines. C'est-à-dire que pour revenir sur la question de la méditation, un domaine que j'ai pas mal étudié, parce que dans tout le cas de la relaxation, de la méditation, etc., il y a la méditation pleine conscience, dont vous avez forcément entendu parler. Pour le coup, la méditation pleine conscience, c'est pareil, des méta-analyses, il y en a un paquet, et qui ont été testées sur différentes pathologie. Vous l'avez vu, hein, en fait, à chaque fois, ça se teste vraiment sur un symptôme spécifique, une pathologie spécifique. Et c'est pareil, la méditation, il y a des effets ou pas en fonction des publics, en fonction des pathologies. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de bien pouvoir cibler ensuite quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on ne l'utilise pas et pour quel type de problématique. Et moi, la manière dont je le perçois, c'est que ce soit la méditation, que ce soit la relaxation, que ce soit autre chose, d'ailleurs, ce sont des outils thérapeutiques au service du psychologue. C'est-à-dire que le psychologue, il a sa mallette dans laquelle, quand il voit son patient, qu'il fait son analyse fonctionnelle, il regarde comment il fonctionne, il perçoit quelles sont les problématiques, et finalement, il pose une hypothèse, hein, c'est presque une hypothèse de recherche, de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là-dedans, et je vais faire mon protocole de recherche avec mon patient, et là, je vais sortir mes petits outils, et en fonction, je teste si mon outil il fonctionne ou pas, et puis au bout de quelques semaines, on revérifie, et puis si ça a marché, tant mieux banco, c'est peut-être que mon hypothèse initiale était la bonne. Si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait? On recommence, on redémarre du début, on remet notre hypothèse, et puis on fait autre chose, et on prend un autre outil. C'est en ça que la recherche d'ailleurs est hyper utile pour le terrain d'ailleurs. Mais, donc moi, je pense que la méditation, en fait, en tout cas, la méditation pleine conscience, même s'il y a des dérives aussi dans l'utilisation de la méditation pleine conscience, qui du coup a été également citée par la Miviludes comme un risque de dérive sectaire de par son utilisation, mais en fait, elle se considère effectivement comme un outil. Donc, un outil, ça se teste. Donc, on en fait des essais. Je pense que la sophrologie, en fait, elle ne s'est jamais considérée comme un outil. Elle s'est considérée effectivement comme une discipline, comme une étude, une nouvelle étude de la conscience. Vous vous rappelez de la première définition que vous ai donnée par Caicedo. Donc c'était quelque chose qui était au-delà de ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand on a une nouvelle étude de la conscience, se faire tester l'efficacité de ça, c'est flou, c'est nébuleux, c'est creux. C'est un effet puis. Ensuite, sur la question, effectivement, donc ça c'est la question du titre et du fait qu'on ne puisse plus avoir ce fameux titre de sophrologue, là c'est très intéressant. Et merci d'ailleurs, parce que j'ai complètement loupé cette information-là. Ça me fait penser, en fait, nous, dans les psychologues, vous avez vu au début, j'ai mis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Bon, en gros, c'est clairement pour gonfler mon CV, hein, parce qu'en fait, quand on est psychologue clinicien, on a d'office le titre de psychothérapeute. Le titre de psychothérapeute, c'est un titre qui a été réglementé, du coup, en 2010, parce que, c'est pareil, mon mécanicien, quand il voulait être psychothérapeute, il pouvait suivre n'importe quelle formation et mettre une petite plaque marquée psychothérapeute et accueillir des patients, sans aucune possibilité de vérifier ce qu'il faisait avec ces gens-là. Et du coup, l'État, il s'est dit, oulala, on a une augmentation du nombre de psychothérapeutes, c'est dangereux, parce que y a des risques quand même pour les patients, donc il faut qu'on protège les patients. Donc ils ont réglementé le titre de psychothérapeute. Et du coup, aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse devenir psychothérapeute, il faut qu'il ait suivi une formation dans une école validée ou une université, qu'il ait fait 500 heures de stage, comme les psychologues,
Et du coup, tous médecins ou psychologues, etc., sont d'office porteurs du titre de psychothérapeute. Donc dès qu'on sort de notre diplôme, on peut aller demander notre titre, nous on l'obtient. Par contre, quelqu'un qui voudrait devenir psychothérapeute doit montrer, prouver à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, qu'ils ont toutes les caractéristiques nécessaires pour accueillir des patients. Et ça, c'était vraiment l'objectif de protéger les patients. Alors aujourd'hui, vous avez d'autres titres qui pullulent, psychopraticien. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, voilà, il y en a d'autres, ils regorgent d'inventivité pour essayer de contourner ce titre-là. Mais effectivement, je trouve que c'est un appel, finalement, qui est assez important de nous montrer que ça n'est pas validé, en tout cas, à ce niveau-là. Et je trouve ça très intéressant comme alerte, en tout cas. Merci. Merci. Alors, je m'appelle moi-même. Donc, alors, moi, je me dis, mais comment ils arrivent à vivre Non, mais voilà, alors souvent, c'est des compléments. On en fait un petit peu, quoi. Et sinon, comment ils arrivent à vivre, vu quand même le nombre qu'ils sont? Parce qu'au prix indiqué, on peut vivre. Il suffit d'avoir un certain nombre de patients raisonnables, très loin de ce que ferait un médecin généraliste, par exemple. Mais avec quelques patients par semaine, on peut arriver à faire ça. Mais alors, comment ils font, vu le nombre? Ils n'en vivent pas. En effet, ils n'en vivent pas. En fait, il y a un tout petit pourcentage de sophrologues qui arrivent à avoir un salaire entre... le maximum, c'est entre 2000 et 2200 euros. Un revenu, pardon. Mais la plupart, je crois, sont aux alentours de 500 euros. Donc c'est vraiment très peu. Ils voient pas beaucoup de patients chaque... Non. Mais en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a cette attractivité de se dire je suis libre, je m'installe comme je veux, je fais comme je veux, etc. Mais au final, c'est pas une activité qui soit si facile que ça et qui soit si rémunératrice. Ah non, à cause du nombre. Je pense que le nombre de patients est limite, surtout qu'il faut avoir les moyens. Merci. Donc, ensuite, nous avons M. François Hernandez. Oui, pardon, voilà. Il faut passer le micro. Il est là. Attends, je le rallume. Je le rallume. Oui, merci. Voilà. Donc juste, d'abord, une première petite question, parce que vous avez parlé donc, du nombre de sophrologues, des chiffres différents, mais le nombre de psychologues donc, sur la France, vous le savez? Non. Ce n'est pas le Parce qu'avec ce chiffre-là, dans Paris syndicat, était aux alentours de 40 à 52 000, mais à fin de compte, je ne sais pas si ça a beaucoup bougé. Aucune idée. Je ne sais pas du tout combien il y a de psychologues. Et deuxième question, je voulais vous demander, donc vous avez dit à un moment, vous êtes passé assez rapidement donc, sur l'étude de cas. Donc il y a eu pas mal de gens qui avaient fait des études de cas, et je me demandais pour quelles raisons les études de cas n'étaient pas prises en compte. Parce que moi-même, je suis psychologue clinicien, donc à la retraite depuis peu, et les études de cas m'ont beaucoup appris. Donc, on peut apprendre, non, mais tout à fait, on peut apprendre une étude de cas. Elles ne sont pas prises en compte. Alors c'est vrai que la personne peut dire ce qu'elle veut. Elle peut dire, je lui ai fait faire ceci, et la personne, comme Freud, donc dire que 3 mois après, la personne allait très très bien, alors qu'en fait, elle a fini en clinique psychiatrique pendant des années. Alors, c'est pas tant ça. C'est une question de méthodologie de la recherche ici. C'est ça. C'est que dans l'étude de cas, en fait, il n'y a pas de possibilité de généraliser les résultats. Parce que déjà, il n'y a pas de randomisation des patients, puisqu'il y a en général 1, 2, 3 patients maximum. Des fois, dans des grosses études de cas, on peut aller à 3 patients. Dans des séries de cas, on peut monter jusqu'à 6-7 patients. Et dans des séries de cas, ce qui peut être intéressant, c'est que là, on peut commencer à avoir des mesures quantitatives. Et si on répète les séries de cas, c'est-à-dire que si vous avez 7-8 études qui font des séries de cas sur la même étude, avec les mêmes mesures, bah vous avez quasiment une étude randomisée contrôlée, presque. Oui. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Par contre, sur de l'étude de cas, en fait, il y a vraiment des problèmes méthodologiques dans l'étude de cas, parce que finalement, moi je suis psychologue, je peux choisir le patient que je veux, en fait. Donc, j'ai pas de possibilité de vérifier quand on est lecteur et quand on est relecteur du coup de revues scientifiques, que le patient, c'est pas finalement le patient parfait pour tester ma méthode. Et du coup, derrière, j'ai pas biaisé tous mes résultats. Du coup, je vais dire, si, ma méthode elle est efficace. Bah oui, mais en fait, j'ai pris 3 patients qui allaient répondre parfaitement bien à ma méthode. Donc c'est en ça que l'étude de cas est certes très intéressant pour le clinicien,
mais ne permet pas derrière de généraliser les résultats. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que l'essai randomisé contrôlé aujourd'hui qui nous permet de généraliser les résultats à la population. Merci. Ensuite, nous avons Marie-Lise. Alors, moi, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Micro. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Ah. Bon, alors je recommence. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais je suis surprise parce que finalement, dans votre exposé, j'ai trouvé une analogie avec le travail de recherche de Freud. C'est quand même incroyable parce que Freud il a élaboré des théories à partir de moins de 10 cas. Et nous avons un complexe d'Oedipe. Et c'est quand même étonnant qu'il ait suscité autant d'engouement alors que cette théorie était si fragile. Voilà. Alors là, je retrouve un peu les mêmes composantes et je suis étonnée qu'il y ait si peu d'esprit critique par rapport à toutes ces théories qui s'apparentent, où il y a des glissements un peu vers le New Wave aussi, le New Age, pardon. Et c'est dès qu'il y a à la fois une méthodologie fragile et à la fois un glissement vers de la spiritualité qui n'est pas toujours évidente mais qui néanmoins est présente, que ça devient compliqué, quoi. Et moi je me demande, je me dis, mais est-ce que les individus qui se dirigent vers ce genre d'approche ne sont pas en quête d'un médiateur, de quelqu'un qui va être là pour écouter leurs paroles, pour les guider, etc. Est-ce que c'est pas, ils ne sont pas en quête d'une parenthèse aussi, où ils se soustraient à la pression ambiante, le stress, etc. Et notre société, de ce point de vue-là, elle est de pire en pire. Hein. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de se préserver, de se mettre dans une bulle, et tout en étant guidé, ce qui est finalement assez confortable. Et moi je me désole, mais ça c'est personnel, que l'introspection soit si peu valorisée dans notre société. Voilà. Et que je pense aussi c'est un moyen aussi d'aller vers de l'autonomie, alors que ces différentes approches que vous avez pu évoquer, au contraire, à mon avis, renforcent à la fois la dépendance et renforcent la bulle autour de soi-même et de son propre problème. C'est intéressant de faire la comparaison avec les travaux de Freud, qui effectivement on peut y voir une forme de similarité, notamment dans la question déjà de la méthodologie, où effectivement on pose une hypothèse comme étant une vérité sans jamais de vérification de l'hypothèse et qui deviendra du coup plus tard une théorie considérée comme valide. Déjà, je vous précise que la France est un des derniers bastions de la psychanalyse. Hein. C'est-à-dire que nous, on est là, si vous êtes ici, c'est que... Oui, il y a l'Argentine aussi, mais tout à fait, mais France-Argentine, même combat. Mais alors ici, j'imagine que vous êtes tous à peu près au fait de la psychanalyse, mais si vous discutez, moi je suis pas très loin de Lyon, je suis à Chambéry, et si je vais à Lyon 2, l'université de Lyon 2, elle est typiquement psychanalytique. Donc on a encore des masters purement psychanalytiques qui n'enseignent pas, qui enseignent tous les concepts psychanalytiques de Freud, de Jung, etc. Et qui n'enseignent pas du tout de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, et qui, quand j'ai des demandes de stagiaires de l'université Lyon 2, précisent qu'ils veulent un maître de stage psychanalyste. Donc on est quand même encore en France où on a cette théorie où on sait qu'elle est problématique sur plusieurs points, on sait qu'elle n'est pas validée sur plusieurs points, et on continue de la diffuser. Voilà. Donc j'ai envie de dire qu'on ne remette pas en question la sophrologie, qui est quand même bien moins diffusée que la psychanalyse. Bon, déjà, quand on arrivera à remettre en question la psychanalyse et à la considérer comme une part de notre histoire de la psychologie uniquement, car pour moi, elle est importante, la psychanalyse. C'est-à-dire que ça fait partie de notre histoire, mais c'est tout. C'est tout. Voilà. Oui, Monsieur Cesbron. Oui. Bonjour. Je me présente, je suis avocat spécialisé en matière d'emprise sexuelle. Donc la sophrologie, c'est malheureusement quelque chose que j'ai pu rencontrer aussi dans le cadre de mon activité professionnelle. Pas en l'ayant subi en tant que patient, mais en ayant eu malheureusement un certain nombre de personnes qui sont venues me voir et qui étaient impactées par la sophrologie. Vous avez rappelé quelque chose. D'abord, je m'associe au concert de louanges par rapport à
exposé, et en rappelant quelque chose que vous avez exposé de manière liminaire, de dire que la sophrologie est une marque. C'est une marque déposée, qui est donc possédée et exploitée, si je comprends bien encore aujourd'hui, par cette entreprise qui est basée dans un paradis fiscal. C'est pour ça que j'utilise bien le terme d'entreprise. Tout à fait, donc on est parfaitement d'accord là-dessus. Et que, on entend qu'il y a des victimes de la sophrologie parmi les patients, il y a aussi peut-être des victimes de la sophrologie parmi les sophrologues. Exactement. Qui exploitent finalement, enfin qui exploitent, qui essayent de développer leur activité au travers finalement on n'a pas employé le terme, mais d'un dogme, parce que c'en est un quand même. C'est une croyance, puisqu'elle n'est basée sur aucune expérimentation scientifique, comme vous l'avez parfaitement rappelé. Tout à fait. Et cette tentative d'en faire un métier, finalement, et ils ne le savent pas, mais est assez vouée à l'échec. Il fait sans doute appel à un besoin de la population, effectivement, d'être écouté, un besoin de bien-être. Mais au-delà de ça, ils ne peuvent pas leur apporter les vertus qu'on leur a vendues quelque part, en priorité. Alors, je voudrais juste rappeler une petite chose, c'est que l'entreprise qui est située en Andorre n'est évidemment pas soumise à ces lois-là. Donc c'est tout bénéfice pour eux, c'est formidable, ils ont tout compris. On aurait presque affaire à une communauté sectaire que ça ne m'étonnerait pas. Peut-être pas là, mais bon. Donc, voilà, alors je suis désolé, je n'avais pas de questions proprement parler. Je voulais simplement rappeler ces éléments-là, dire que peut-être c'est un rapport aussi avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, sur le terme de sophrologue qui ne peut plus être utilisé, qui ne peut plus être non plus pratiqué au sein d'écoles, de facultés. Peut-être que c'est une conséquence de cette prise de conscience gouvernementale. Mais effectivement. Excuse-moi, Gladys. Pardon, Jean-Baptiste. Oui. D'abord, les remarques qui sont apportées dans la salle sont les bienvenues aussi. Je les fais figurer dans les comptes rendus, ces remarques ou questions. Est-ce que tu peux donner la référence à cette loi dont tu parlais à l'instant? Je pensais que tu parlais de l'amendement Accoyer, mais qui est beaucoup plus ancien. Ah non, alors 2024 aussi. C'est la loi du 10 mai 2024. 10 mai 2024. Donc, si je peux donner la référence dans le compte rendu, c'est intéressant. Je l'ai revu tout à l'heure, je donnerai le numéro, le numéro de la loi. Le titre de la loi, c'est quoi? Bon, mais je retrouverai, peu importe. Le titre de la loi exact, je l'avais tout à l'heure. 10 mai 2024, je pense à d'autres. 2024. Sur les dérives sectaires, ça se retrouve. Oui. Sur l'emprise. Publié le 11 mai d'ailleurs. Sur le fait que les sophrologues seraient finalement les victimes, moi j'y crois, enfin je pense qu'effectivement dans une certaine mesure, parce que comme je le disais, moi je pense que ces personnes qui décident d'être sophrologues ont une volonté d'accompagner les gens, ont une volonté d'aider les gens, et ils vont se tourner vers quoi? Bah tiens, ils se disent, Sophrocaille, c'est finalement Sophrocaille, l'entreprise d'Alfonso Caicedo, c'est vraiment l'emblème de la sophrologie, puisqu'Alfonso Caicedo, c'est le créateur de la sophrologie. Donc si on n'est pas un minimum averti, on va sur le site, c'est un site marchand. Donc vous vous faites emmener et vous vous glissez vers un merveilleux master de sophrologie. Alors vous avez une petite ligne, comme quoi c'est un titre espagnol, mais c'est une petite ligne. Donc finalement, moi si je suis pas un petit peu alertée à ça et que je suis dans mon engouement de me dire que je vais me reconvertir, etc., je me dis que je vais avoir un titre qui est égal à un master. Enfin, c'est de la tromperie. À ce niveau-là, on est sur de la tromperie. Donc moi je pense que les gens, en fait, les personnes qui se forment à ça, ce sont effectivement les premières victimes. Parce que derrière, ils n'ont pas les moyens thérapeutiques de soigner les gens qu'ils vont accompagner. Ou en tout cas de les accompagner comme ils le voudraient et comme ils l'espéreraient. Et du coup, derrière, quand ils se retrouvent face à des patients, c'est la galère. Enfin, moi je n'aimerais pas être sophrologue et me retrouver face à un patient qui présente des réelles difficultés psychologiques. Clairement. Merci. Laurent Martillac. Bonjour, Daniel. Je n'ai pas l'habitude des micros. Je vais donner un témoignage. Je m'appelle Laurent Martillac, je viens de Millau-d'Aveyron.
Moi, je pratique la sophrologie depuis 20 ou 25 ans. Les séances de groupe, on va pas parler de séances de groupe, je ne pratique que des séances de groupe en institution. On ne va pas parler de ça encore non plus. Donc, au Créa, à Midiro, la maison des jeunes et la culture. J'ai, autour de ces 20-25 ans, vu 4-5 personnes différentes. Un seul homme, 4 dames, donc on correspond à peu près au pourcentage que vous annoncez. Que des gens bienveillants et basés essentiellement sur de la relaxation. Et effectivement, ça s'intitule bien sophrologie. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir eu des gourous, on ne m'a jamais proposé de me guérir du cancer du bras droit ou autre. Et les séances sont cadrées, ça peut être une séance ou 2 dans la semaine, à des heures où souvent les gens sont plutôt disponibles, style 18h ou autre. La tranche d'âge, c'est 18-70 ans, voilà. Des gens qui aiment bien se retrouver à raison de 7, 8, 10 personnes. On retrouve un petit peu les mêmes gens. Et moi je trouve ça plutôt sympa. Effectivement, c'est un témoignage pratique. Parce que là j'entends parler des gourous, des machin dessus. Moi, personnellement, à 25 ans, je n'ai jamais vécu ça. Voilà. C'est un risque. C'est un risque, c'est un risque, et c'est un risque minime. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait, la majeure partie des sophrologues, en fait, ils utilisent le premier degré, ils font des exercices de relaxation, et c'est des gens qui sont bienveillants, qui ont envie d'aider les gens. Il y a un terme tarifaire, on va en parler parce que je suis avéreux, c'est que les Aveyronais qui avaient fait trop la je crois que c'est de mémoire, c'est dans les 100 000, 150 euros par an, par personne, donc ça reste très accessible, voilà, c'est pas 60 euros la séance, et c'est pas de l'individualisation, c'est de... voilà, c'est un témoignage personnel que je voulais amener, et que j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de gens ici pratiquent la sophrologie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent se lever le doigt ou pas, qui ont assisté à des séances. Moi, moi, je conseillerais plutôt d'aller voir ça, mais à titre de relaxation. Parce que moi, ce que j'ai eu à 25 ans, c'est que de la relaxation. Que de la relaxation. On n'a pas parlé de soins. À aucun moment, on va parler de soins. Voilà. Vous voulez dire. Merci. Je voulais juste savoir la différence entre la sophrologie et l'hypnose. Alors, l'hypnose est une technique thérapeutique dont l'objectif est de mettre le patient dans un état modifié de conscience, donc par différents moyens hypnotiques, soit par de la visualisation, soit par les discours, par de la suggestion, en fait, en utilisant la suggestion et en amenant la personne dans un état modifié de conscience. Voilà. Donc, alors que dans la sophrologie, il y a plusieurs exercices de relaxation qui peuvent être utilisés. La respiration, la visualisation peut être utilisée aussi, donc ça prend en fait de certains exercices d'hypnose, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut faire par exemple juste de la entre guillemets juste de la respiration qui ne sera pas de l'hypnose. Donc ça peut prendre de l'inspiration de l'hypnose avec une sorte de visualisation guidée qui va mettre dans cet état modifié de conscience qui s'inspire de l'hypnose, mais on ne retrouvera pas dans l'hypnose de la respiration, on ne retrouvera pas dans l'hypnose du scan corporel, ce qu'on peut retrouver dans la sophrologie par exemple. Voilà. Merci. Merci. Nous avons Jean-Luc Robert. Alors là, je vais vous parler d'un temps que les jeunes ne peuvent pas connaître. Je vais parler de la faculté d'odontologie de Montpellier, les années 76-77. Et là, on a utilisé le terme. Alors, on était dans une bulle de prise de conscience que le patient devait être quand même, on ne devait pas y faire aussi mal que ça, parce qu'on était quand même réputés pour être des tortionnaires. Et donc, il y a eu cette prise de conscience qui fait absolument que le patient ne souffre plus. Et à notre disposition, on nous a mis tout un tas de systèmes, des tas d'outils. L'anesthésie locale, bien entendu, qui est très efficace pour ne pas souffrir. Mais on nous a parlé de sophrologie. Mais on nous a parlé de sophrologie, c'était méthode de Schultz simplifiée, etc., relaxation, prise en compte du patient avec plusieurs étapes. C'est-à-dire, en fait, il peut prendre plusieurs séances pour le mettre en disposition. On utilisait le bruit du crachoir, on a fait des tas de systèmes comme ça, c'était vraiment guidé. C'est une méthode de relaxation guidée absolue. Et pendant 2-3 ans, le terme sophrologie était utilisé. Je parle d'il y a longtemps. Hein. Bon.
Et puis ça a été abandonné. On a gardé Schultz simplifié, on a gardé tas de techniques, on a ne plus utilisé ce terme. L'abord du terme était totalement différent. Je suis très intéressé par ce que vous avez dit, parce que nous, c'était druidesque. C'était d'origine druidesque, la sophrologie pour nous. Il y avait par exemple, je me rappelle les iconographies, des pièces de monnaie de l'époque, gallo-romaine, où on voyait une flèche partir de la bouche, arriver à l'oreille, c'était la force de la parole sur la personne. Vous voyez, on est bien dans le système. Donc un apport totalement différent, une historique totalement différente de celle que vous m'avez apportée. C'est génial. Donc c'était ce qu'on a au niveau d'une faculté. Mais le terme a très vite été oublié. Pourquoi utiliser ce terme? Parce que ça doit être sexy, c'était sympa, ça faisait, voilà, science, peut-être, je ne sais pas. En fait, on l'a très vite abandonné. On est revenu à ce que c'était réellement, c'est-à-dire une méthode de relaxation, une méthode pour mettre, et que j'ai pratiquée avec succès pendant des années, parce que j'avais des enfants turbulents et mal élevés, sauf s'ils arrivaient à un stade vraiment de très mal élevé, à ce moment-là, je leur disais d'aller voir plutôt un vétérinaire. C'était une façon de dégager le patient assez vite, parce qu'on avait cette chance, nous, de pouvoir l'étiller, nos patients. On n'était pas obligé de prendre le chien, on ne voulait pas. Mais, bon, ça, un jour, vous saurez qu'en dentisterie, il y a très rarement des urgences, puisque l'urgence, c'est vital. Nous, c'est rare, les cas vitaux. Donc, quelqu'un qui souffre, ce n'est pas une urgence, donc il faut dehors. Donc, pour revenir à l'histoire, c'était vraiment une pratique qui m'a bien aidé, qu'on n'appelait plus sophrologie, et ce terme a été utilisé donc en 76, 77, 78, et puis on est revenu un peu à la réalité de la technique, et je suis très content d'avoir assisté à votre séance, parce que ça m'a bien remis dans le cadre de cette réalité, et je suis maintenant beaucoup plus à même de comprendre comment ça a évolué cette histoire. Donc voilà, une chose qui a été enseignée en faculté, parce qu'on enseignait, une méthode de justice, etc., mais avec un terme usurpé. Voilà, c'était mon témoignage. Intéressant, merci beaucoup. Oui, encore un truc. Oui, tout le monde a terminé de poser ses questions, comme on a encore jusqu'à normalement midi et demi. Je voudrais juste compléter, si vous voulez bien. Sur la méthodologie, hein, on a parlé de Freud, c'est vrai que ça vient tout de suite à l'esprit. Partir d'un cas, ça va être sa nièce, sa petite fille, ça je sais pas quoi, à partir de ça on fait une théorie, et après on l'impose parce qu'on a su communiquer, et ça devient un dogme pour des dizaines d'années. C'était comme faisait Charcot la Salpêtrière, il a décrit l'hystérie, il avait un cas, il le montrait, et à partir de ça, il décrivait l'hystérie. Alors ça marchait à l'époque, il n'y avait que ça. La méthode scientifique, disons, la méthode rigoureuse, parce que du coup on a déconstruit des tas de choses, pas l'hystérie, mais on a déconstruit des tas de choses, et notamment Freud, parce que l'évidence-based medicine, elle a 30 ou 40 ans, pas plus. Avant, on ne savait pas, et on disait des tas d'âneries, et on partait sur des choses qui étaient très préjudiciables pour les patients. Hein, donc, le cas unique ou les quelques cas n'ont aucune signification réelle, sauf pour le patient lui-même, et encore, comme on ne sait jamais comment se seraient passées les choses, si on avait fait autrement, on ne peut rien conclure. Hein, c'est le truc un peu général. Et on a vu, après les dégâts, on a vu avec Freud quand même, il y a eu quand même le crépuscule d'une idole, il y a eu le livre noir de la psychanalyse, il y a plein de choses. On a complètement déconstruit la psychanalyse depuis un certain nombre d'années. Et il y a toujours bien sûr des nostalgiques qui disent « Ah, la psychanalyse quand même, on a vécu ça, on a été imbibé de ça, qui disent « Ah, quand même, faut pas taper dessus », alors que, parce qu'on ne connaît pas le sujet, il faut connaître le sujet, l'histoire. Et quand on a vu tous les dégâts qui ont été faits par les faux souvenirs construits, qui ont été faits par les psychanalystes, qui arrivaient à créer des pathologies, et culpabiliser les parents d'une façon honteuse, ça a été dramatique hein, dans beaucoup de cas. Donc il y a des côtés très négatifs qui n'étaient pas étudiés en fait, donc on ne savait pas. Et après, petit à petit, bah, quand même, une fois que le gourou est un peu plus loin, on revient à des choses un peu plus raisonnables. Hein. Voilà, je voulais rappeler ça parce que c'est bien ça la question des études de cas en sophrologie. Par contre, on aime bien faire étudier un cas parce que moi, en médecine, moi, j'étais médecin hospitalier, on aimait bien, il y avait des choses prouvées, et puis en réunion de service, il y avait un cas particulier, on le détaillait, etc. Mais c'est pas lui qui prouvait les choses, c'était à l'occasion de choses éprouvées, on avait des applications et on décrivait, on voyait à quel point des fois, et d'ailleurs il était en dehors des clous le patient, parce que la médecine et les patients ne sont pas stéréotypés, hein. Voilà, donc c'est la façon normale de faire, je dirais, et de bon sens. Merci. D'ailleurs, ce qui est intéressant en recherche, c'est que souvent les études de cas, notamment alors en psychologie clinique, les randomisés contrôlés, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place.
en tout cas qui demande vraiment des moyens de réfléchir comment est-ce qu'on met en place un placebo. Alors double aveugle, c'est quasiment impossible à faire, hein, parce que le thérapeute ne peut pas ne pas savoir ce qu'il fait, c'est juste impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent l'étude de cas, c'est d'ailleurs la première étape. C'est-à-dire qu'on commence par une étude de cas pour savoir si finalement la technique qu'on veut tester a un réel intérêt derrière de mettre un essai randomisé en place. Parce que comme l'essai randomisé est très coûteux, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau des patients, que ce soit au niveau argent, tout simplement, et ben du coup on fait d'abord des études de cas, on vérifie si au niveau études de cas ça peut effectivement apporter des effets qui seraient intéressants, en sachant que aujourd'hui on n'est plus dans les études de cas de Freud, c'est-à-dire que même pour les études de cas, on a des méthodologies aujourd'hui qui sont des méthodologies rigoureuses pour lesquelles on peut aussi avoir des statistiques qui se mettent en place. Je vous parlais des séries de cas tout à l'heure, les séries de cas, il y a des statistiques qui sont mises en place, etc. Et à partir de là, on se dit, bah oui, pour le coup, ça vaut le coup, et on balance un essai randomisé contrôlé derrière, et ça permet de faire ça de manière propre, quoi. J'ai pas eu une réponse sur les acouphènes, mais peut-être que tu n'en as pas. Je suis peut-être pas le seul intéressé ici, alors c'est pour ça que je pose la question. En tout cas, moi je ne sais pas traiter les acouphènes avec mes outils thérapeutiques. Bon, c'est sa réponse, il n'y a pas de souci. J'interrogerai d'autres personnes.